un S à sport. Bonjour à tous, bienvenue sur Logos FM avec une nouvelle émission d'Avec un S à sport. Et bien évidemment, on commence par... Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Voilà, on voulait faire un petit coucou au 15 de France qui a remporté le tournoi Destination. Bravo à eux, on va en parler bien évidemment dans cette émission. On reçoit ce soir Ludovic Lemoine, athlète de très haut niveau, para-athlète de très haut niveau en escrime, qui a été vice-champion olympique, qui a été plusieurs fois champion du monde, champion d'Europe et champion de France. Il va nous raconter tout ça. Bonjour Ludovic. Bonjour Fabrice. Comment vas-tu ? Impeccable. Bon, heureux d'être là ? Ah ben bien sûr, bien sûr. Nous aussi, on est heureux que tu sois là. On va se régaler. Alors, je voulais aussi quand même dire que Antoine Pogacar-Lafont et son surnom n'est pas usurpé, parce qu'il avait donné le vainqueur du Paris-Nice la semaine dernière, et c'est bien Jorgenson qui a gagné. Bravo, monsieur Lafont. Merci beaucoup Fabrice, salut à tous. Je suis assez content. Ouais. C'est un honneur pour moi d'avoir un chroniqueur comme ça. Et Maxime Secalo, notre chroniqueur, alors pas préféré, parce qu'il est supporter de l'Olympique de Marseille, mais bon. Salut. Salut Fabrice, bonjour à toutes et tous. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode avec une actualité très riche. Hâte de discuter de tout ça avec vous. Donc Ludovic Lemoine, vas-y, présente-toi Ludo. À direct, carrément. Oui, on est très direct ici, hein, nous, tu vois, on est... Parfait. Ouais, mais t'en as déjà dit beaucoup. Donc effectivement, alors je suis un Breton qui a navigué jusqu'en Auvergne. Bon, maintenant je suis implanté, ça fait 18 ans que je vis sur Clermont. Comme tu l'as dit, 3 médailles paralympiques, une en argent et à Londres 2012 et 2 en bronze à Rio 2016 et Paris 2024. C'était donc la grande folie de cet été. Et puis oui, d'autres médailles sur les compétitions internationales. Et puis maintenant, on va dire un peu en bifurcation. Après toutes ces grandes aventures sportives, on va peut-être se tourner vers d'autres projets maintenant. D'accord. Alors moi, j'ai une question qui me vient tout de suite. Quel est ton meilleur souvenir ? Alors de toute la carrière ou de Paris ? Les deux. Non mais c'est sûr, alors effectivement jusqu'à présent j'avais un grand souvenir effectivement Londres 2012 où c'était le grand moment où on avait atteint la finale paralympique à la surprise générale. Même nous le matin de l'épreuve on n'aurait pas mis 1 euro sur nos chances de médaille, c'était totalement délirant, mais c'est vrai que ce souvenir merveilleux a aussi été je pense mis à égalité. Dire devancer c'est compliqué parce que Londres c'était quand même mes premiers jeux, c'est toujours spécial pour un athlète, mais le Grand Palais à Paris, qu'est-ce que c'était magnifique. Ouais, il paraît que c'était... moi, j'ai pas eu le bonheur d'y aller, mais même à la télévision, il y avait une ambiance de dingue. Ouais, puis 6000 spectateurs au Grand Palais, un lieu mythique, des éclairages qui donnaient un aspect aussi un peu de voûte étoilée le soir. Enfin, moi, à peu près entre tous les matchs, je levais les yeux au ciel pour vraiment m'imprégner de cette image de la grande nef, du public, c'était super. Et là aussi, on a réussi à renverser la vapeur et à remporter un match, on va dire, improbable pour la médaille de bronze contre nos meilleurs ennemis les Italiens et oui, on est super heureux d'avoir fait ce coup d'éclat, puisque pour te donner un peu la vague idée de ce qu'on a fait, nos adversaires italiens, on les rencontre à peu près 3 ou 4 fois par an. Ça fait 9 ans qu'on les avait pas battus. Ah, extraordinaire. Voilà. Bravo. Donc c'était vraiment le moment, et clairement j'avais toujours entendu parler effectivement des effets à domicile, et puis pour avoir eu quelques compétitions en France, j'avais déjà ressenti un petit peu, mais là j'aurais jamais pu penser que ça pouvait peser à ce point-là. On a vraiment eu un moment, une bascule totale du match où le public français a rugi, a étouffé le public italien, nos adversaires, et on a eu une brèche pour s'engouffrer, une occasion comme on n'en avait jamais eu jusqu'à présent, et c'était vraiment bien de se sentir porté comme ça par le public. Extraordinaire. Antoine, Maxime ? Allez, vas-y Antoine. Je pense que je connais déjà la réponse, mais Paris c'était vraiment au-dessus. T'as fait 4 Jeux Olympiques en tout ? Alors 3 jeux, moi. 3. C'était vraiment au-dessus de Rio et Londres ? Alors, jusqu'à en termes présent, d'ambiance et tout. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'en fait, en termes d'ambiance,
alors je sais, Londres était pour moi mes premiers jeux, mais je sais que tous les acteurs du milieu paralympique avaient toujours dit qu'il y avait un avant et un après Londres, qui avait vraiment marqué un changement de dimension du niveau paralympique. Mais là, effectivement, Paris, avec cet effet domicile, nous surtout vis-à-vis de la reconnaissance, vis-à-vis des médias, du public, de l'engouement général, oui, on a totalement explosé les compteurs, et c'est ça qui fait plaisir. Et avec en plus, je dirais juste aussi un petit changement de regard aussi qui était très intéressant, qui fait que jusqu'à présent, souvent quand on était, moi ou mes collègues paralympiques, quand on était interviewés ou sollicités, souvent les questions, les interviews, le message, c'était c'est super bien ce que vous faites après ce qui vous est arrivé. Oui, bon, ok, alors on a des parcours atypiques, des maladies, des accidents, etc. et tout, on se relève, on avance, mais nous, on est là pour faire des médailles. Et c'est ça qui a été vraiment bien dans le traitement médiatique qu'il y a eu cet été. Toutes les interviews qu'on avait eues, c'était vraiment ok, ce match-là, comment tu vas l'aborder, là, qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui a manqué, c'est quoi le prochain match demain. On était là pour parler de sport, et c'est vraiment ça que les athlètes paralympiques souhaitaient avoir comme reconnaissance. Maxime ? Oui, moi, Ludovic, c'était savoir ton ressenti avec les intros qui étaient assez folles dans le Grand Palais quand les athlètes entraient. On a l'impression que c'était un ring de boxe avec tout ce cérémonial qui était prévu. Et après, cette vie aussi avec tous les athlètes, on a vu vraiment une cohésion. Alors, peut-être dans les autres JO, c'était le cas aussi, mais particulièrement à Paris, un élan français étant donné à domicile. Je voulais avoir, moi, ton ressenti avec tout le village des athlètes, etc. Comment ça s'est passé ? Ouais, c'est sûr que ça a été, c'était vraiment des moments chargés d'émotions. Effectivement, comme tu dis, effectivement, les cérémonies d'entrée sur les matchs, c'était vraiment des grands moments. Et finalement, rentrer, entendre son nom dans le Grand Palais, et avoir les 6000 spectateurs qui rugissent. Par contre, ce qui faisait très bizarre, c'est que même pour l'avoir vu à la télé, parce que j'ai vu, du coup, tous les athlètes, il y avait des grandes têtes des athlètes dans le public. Alors, voir sa tête en grand, comme ça fait super bizarre quand même. Mais, j'espère que tu en as gardé une pour le souvenir ou même pas ? Si. Alors là, à chaque fois, il y en avait une seule. Et par contact interposé, on a réussi à la récupérer. Elle est dans mon bureau. Je sais pas ce que j'en fais. Dans l'armoire à c'est un peu narcissique quand même. Mais non, mais c'est un souvenir rigolo. Et avec les athlètes, du coup, l'ambiance était vraiment bonne. On a vu un engouement quand même XXL pour ces JO paralympiques, avec des stades combles. Honnêtement, vraiment une envie des Parisiens et de tout le monde de participer à cette fête, cette belle cérémonie sur les Champs-Élysées, etc. C'était quand même grandiose. Ouais, c'est ça, effectivement. Alors que ça soit entre athlètes dans le village, déjà, bien sûr, on se prenait des nouvelles, on voyait un peu où on était. Alors moi, ce qui a toujours été un peu le temps commun des 3 jeux que j'ai pu effectuer, à chaque fois, j'ai eu des épreuves sur la fin des jeux. Donc à chaque fois j'étais moi mobilisé un peu plutôt dans ma bulle et pas avoir vraiment de sas de décompression après quoi, enfin très très peu. Mais pour autant on avait quand même des moments aussi en soirée. C'est bien aussi de pouvoir se retrouver, de partager un peu entre athlètes. Et puis oui, comme tu dis, l'engouement général, mais c'était démentiel. Avec le Club France aussi. C'est ça, ce que j'allais te dire. On a eu effectivement, on a défilé sur le podium du Club France quand on a eu la médaille, mais il y avait des centaines de personnes qui se bousculaient pour nous acclamer. Mais d'où t'as ça pour du paralympique ? Enfin, c'est tant mieux, c'est super. C'est bien. Après, c'est les Jeux Olympiques ont été réussis et les Jeux Paralympiques ont été réussis aussi. Donc, c'est vraiment pour tous les gens qui disaient que les Jeux ne seraient pas réussis. La réponse a été claire, nette et précise. Donc, Ludovic, tu es licencié au Stade Clermontois. Exactement, c'est ça. Alors, c'est quoi ton quotidien ? Parce que ça nous intéresse. Un sportif de très haut niveau. Enfin, quand tu étais à très haut niveau, mais tu es toujours à très haut niveau, j'imagine, ou un petit peu moins maintenant ? Alors, si je dis ça, c'est parce que les gens pensent tout le temps que les sportifs de très haut niveau restent à haut niveau et que ce sont des robots. Et finalement, non, t'es bien un être humain, donc t'es pas un robot en fait. C'est ça. Alors effectivement, oui, donc le quotidien a été extrêmement chargé et mouvementé, bien évidemment, sur toute cette Olympiade. En fait, beaucoup de gens me demandent, la première question, c'est combien d'heures tu t'entraînes ?
Alors, oui, ok. Donc pour répondre à ça, mon quotidien c'était un entraînement à peu près d'une quinzaine d'heures par semaine en moyenne. Et puis D'accord. Ça dépendait des charges de travail, des périodes. Des fois ça montait, ça descendait pas beaucoup, mais ça pouvait monter un peu plus. Mais par contre au-delà de ça, ce que j'aimais bien présenter, c'est que j'aimais à dire que pendant toute l'Olympiade, j'exerçais 6 métiers en un en fait, avec donc ces fameuses 15 heures d'entraînement par semaine. Oui. Donc je travaillais dans le secteur bancaire avec un employeur qui a été extrêmement conciliant, qui m'a grandement aidé et m'a apporté les détachements nécessaires pour faire les entraînements, les compétitions. Mais j'ai quand même eu aussi sur l'Olympiade une certaine présence aussi à mon travail. D'accord. J'ai une petite fille qui a 8 ans et je vous assure que je paye très cher en temps à jouer à la Barbie quand je rentre de compète. C'est normal ça. C'est ça. Elle veut voir son papa, cette petite. C'est ça, c'est important. Non mais voilà, ce sont des moments qui sont importants aussi. Bien sûr, pour l'équilibre, bien sûr. ça compte. Et comme je le disais, effectivement, j'ai du monde autour de moi, des entraîneurs, préparateurs, kinés, mais c'est moi le chef d'orchestre, c'est moi qui organise tout, qui répond aux mails, aux sollicitations, aux demandes. Ça peut être des interventions aussi dans les écoles, les dossiers à remplir pour la fédération, le suivi budgétaire, les fiches de frais, les réservations d'avions, d'hôtels. Tout ça, c'est moi qui le gère. Et puisqu'il fallait que je me débrouille pour financer la grande majorité du projet sportif, il y avait aussi tout l'aspect de monter en puissance sur la communication en réseau. Donc il y a des gens qui m'ont aidé à mettre en forme tout ça, mais c'était moi aussi qui rédigeais le fond des articles, tous les contenus, Insta, etc., qu'il fallait sortir. Et dans le but de pouvoir attirer l'attention d'un certain nombre de partenaires. Et là aussi, c'était aller à la rencontre des entreprises qui pouvaient être intéressées de soutenir le projet, négocier, contractualiser et répondre aux attentes des entreprises, puisque le but c'était bien sûr c'est de créer des relations fortes, durables et équilibrées. C'était pas juste avoir un soutien sans contrepartie, c'était vraiment mettre en valeur tout ce qu'un athlète peut apporter à une entreprise. Ouais, ok. Donc voilà. Bon, ok. Est-ce que tu penses qu'il y a des sports qui ont trop d'argent et d'autres pas assez? Oui, si tu me lances là-dessus, oui, forcément. Vaste question, Fabrice. Ludovic, tu peux pousser un coup de gueule, le Gosse FM avec un SA Sport, on est libre. Lâchez-nous plus de pognon, bande de radins. On va pas dire aussi abruptement quand même. On va pas se fâcher tout de suite. Il veut garder quelques subventions quand même. Non, mais c'est surtout, de voir. Alors, j'entends bien qu'effectivement, il y a des sports médiatiques avec un écosystème financier. Et du coup qui est un univers sportif bien sûr, mais de voir qu'à côté de ça on est je m'inclus dedans puisque c'était comme je l'ai présenté mon quotidien, il y a des centaines et des centaines d'athlètes en France qui ont de multiples difficultés pour financer leur saison sportive, joindre les deux bouts entre réussir à se payer de quoi vivre et payer les déplacements, la préparation et tout. Donc oui, je pense qu'un rééquilibrage serait plus que bienvenu. Maintenant, après, j'ai pas la baguette magique non plus pour voir. Ok. Antoine ou Maxime? Antoine? Vas-y. Non, Maxime, t'as commencé. Allez-y. C'était par rapport à la médiatisation. Il faut espérer quand même que le succès de ces Jeux de Paris puisse aller en votre faveur. Et finalement pouvoir dire que vu l'engouement qu'ont eu ces Jeux paralympiques, la demande du public est forte, en tout cas elle est là, et qu'en fait plus ces sports peuvent être médiatisés, mieux ça peut être pour vous. Oui, c'est ça, on voit que clairement le public a plus que suivi, répondu présent à suivre les Jeux paralympiques, et même ça fait déjà 2-3 Olympiades que les médias sont montés en puissance sur le suivi des Paralympiques, et ça a été à chaque fois plus que suivi par le public français. Donc on voit que les gens ont envie de suivre les images, puisque les Jeux paralympiques dans toutes les disciplines c'est du très haut niveau, et du coup ça fait des matchs à enjeu, des beaux gestes sportifs, de l'intensité, et le public se prend au jeu littéralement.
Par contre, aujourd'hui, tout notre enjeu, c'est de réussir à exister entre les Jeux paralympiques. Et après, de toute façon, je pensais à tous les acteurs, enfin que ça soit nous, les athlètes, le public, les médias, les collectivités, les entreprises, faire que, effectivement, on va dire que les athlètes paralympiques ne soient pas sortis du carton une fois tous les 4 ans, mais qu'il y ait aussi régulièrement des mises en avant d'un championnat du monde, d'un championnat d'Europe, de grandes compétitions qui existent aussi entre les Jeux. Ouais, c'est super ce que tu viens de dire et vraiment on lance un appel à tous les chefs d'entreprise qui aiment le sport, qui aiment le handisport. Et les médias aussi, c'est eux qui jouent un rôle. Et les médias, bien sûr. On l'a bien vu avec France Télévisions qui a du coup là vraiment mis une part belle aux Paralympiques, qui a permis à ces Jeux para aussi d'avoir le succès. Ouais, c'est top. France Télé là-dessus sont toujours bien. Ça c'est vrai. Il y en a d'autres, je ne citerai pas le nom, mais. Ouais. Non mais c'est vrai. Il y a plus de chaînes. Que ce soit sport féminin aussi. Exactement. Mon petit doigt m'a dit que tu étais né à Vannes, et mon petit doigt il a toujours raison par contre. Donc voilà, Ludovic acquiesce avec un grand sourire. Donc ce qui nous amène au rugby. Quelle transition, je suis de plus en plus fort, purée, incroyable. C'est du beurre. Donc on a regardé France-Écosse et Antoine, je vais te laisser la parole. Première mi-temps quand même un petit peu pénible, moi je trouve. On a tremblé un peu. On a un peu tremblé, mais après voilà, on a déroulé, tout simplement. Ils ont mis la 4e. Puis j'ai eu peur que ça se transforme en rouge pour Movaca. Ça aurait été quand même assez mérité. Ah, j'ai eu peur. Mais bon, tant mieux, pour une fois. Non, mais comment ça se fait qu'il prend pas un rouge là-dessus là Écoute, pour une fois que l'arbitrage est en faveur des Bleus, je pense qu'on signe. On est souvent les premiers à se plaindre, comme quoi ils sont un peu contre nous, etc. Là, ça tourne contre nous de la tyrannie, exactement. Et donc non, et puis bon, ce point, cette défaite en Angleterre d'1 point, elle fait un peu mal maintenant qu'on fait le bilan à la fin du. Mais bon, je pense qu'elle nous a quand même été bénéfique. Ça a peut-être boosté encore plus l'équipe pour aller chercher cette victoire en Irlande, quoi. Oui, les joueurs étaient vexés en Irlande et puis ils ont déroulé. Ils ont déroulé, ça c'est sûr. Je pense que c'était un mal pour un bien. Ça c'est sûr. Maxime ? Ouais, donc Greg Aldrit a dit qu'ils n'étaient pas rassasiés au micro de France Télé. Donc je pense que, comme on dit, certes le Grand Chelem n'est pas là, mais ça reste une victoire dans le tournoi. Et ce que j'ai bien aimé, je te coupe, excuse-moi, c'est que Greg Aldrit a parlé de 2027. Donc ils ont vraiment ce titre de champion du monde dans la tête. Oui, parce que Elena Kurdi lui parle que est-ce que la blessure de la Coupe du Monde est encore là, donc la bord terrain France Télé. Et effectivement, il dit que la plaie est encore ouverte et qu'effectivement pour la refermer, il faudra faire un bon résultat en Australie. Donc ça c'est une première chose. Après c'est vrai que là, tu y crois toi au titre de champion du monde ? Honnêtement, je pense qu'on a quand même une armada et on a une génération dorée. Mais les autres aussi. Les Néo-Z, les Australiens vont leur se rattraper. Les Sudaf, comme d'hab. Les Irlandais sont vexés. Ouais, non, c'est sûr. Après, je pense qu'honnêtement, on a des arguments et que malheureusement, le quart de finale, l'arrêt en quart de finale à la Coupe du Monde dernière reflète pas le niveau de l'équipe de France. Qui est mérité. Je suis d'accord. Ouais. Je pense que pour moi, on pouvait aller largement plus loin. Mais Antoine est né en Afrique du Sud. Non, je plaisante. On n'était pas de gagner ce match. Après, oui, t'as raison, mais les Sudaf étaient super costauds. Ils ont été meilleurs que nous. Ouais, ça c'est clair. J'étais quand même super triste, attention, mais la défaite est méritée. Non, mais t'as raison ce que tu dis. Coup de chapeau pour deux petites pièces pour le doublé historique pour les U20 donc qui sont également qui remportent le tournoi également donc comme l'équipe A. Donc c'est vrai que je pense que le rugby français se porte très bien. Il y a de très beaux jours devant eux avec Yon Etchegaray, etc. On a vraiment une belle génération qui arrive. Et Ramos qui devient meilleur scoreur 450 points, l'histoire des Bleus devant Fred Michalak. Ouais. Donc voilà. Et petite anecdote quand même aussi, mais ça, depuis 2007, on n'avait quand même pas gagné un tournoi en année impair. Quand même se déplacer, se déplacer en Irlande, en Angleterre, etc. et gagner le tournoi, c'est pas donné à tout le monde et on l'a fait. Donc coup de chapeau. Ouais, bravo. Et puis bon, après l'année prochaine, ce sera une année paire et les Irlandais vont venir à Paris gonfler à bloc et pourraient bien nous rendre la monnaie de notre pièce. C'est ça, parce que juste pour terminer, mais l'Irlande finit quand même 3e en soi. C'est pas un super bon classement pour eux. Voilà, on les attendait quand même ultra favoris de ce tournoi. 6 tournois gagnés de suite. Et exactement. En fait, les Anglais 2e et nous 1er. Donc attention. On parlait tout à l'heure de la vexation des Irlandais, certainement, qui viendront l'année prochaine pour le tournoi destination. Mais quand on a vu la performance de l'équipe de France en Irlande, qui venait de perdre en Angleterre d'1 point,
On les a vus transfigurés, ils étaient morts de faim, ils ont été vexés, je pense, par cette défaite. Et le sélectionneur Fabien Galtier a dû appuyer là où ça fait mal. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ludovic? Un sportif de haut niveau qui est vexé, est-ce que c'est un sportif qui va certainement performer derrière? Alors, performer, ça dépend. Enfin, en tout cas, oui, la vexation, c'est souvent un très bel outil que le coach, souvent, n'hésite pas à utiliser pour Mais c'est quoi? Ça te fait quoi? C'est de l'énervement? C'est de l'agacement? C'est je ferai mieux, je veux faire mieux la prochaine fois? C'est surtout... Alors, l'ego qui est piqué. Ouais, c'est ça, c'est l'ego. Ouais. Et surtout, surtout c'est le moment. En fait, c'est le coach qui dit, ouais, en fait, là, t'es en train de faire n'importe quoi. Enfin, c'est ouvrir les yeux. Oui, objectivement, je suis en train de faire n'importe quoi, ça va pas, quoi. Ouais. Donc après, tout le truc, c'est de réussir à rester lucide et à rester dans le jeu, à se dire, là, maintenant, c'est pas possible, je dois montrer que je suis le meilleur et je dois rester dans le jeu. Ouais. Et tout l'enjeu après, c'est de pas se disperser sur le public, les arbitres, le truc, des à côté qui peuvent pas déjouer, quoi. Voilà, à tort ou à raison, qui font que tu t'occupes de tout sauf de faire ce que tu dois faire sur la piste, sur le terrain et tout. D'accord. Après, pour avoir le fameux supplément d'âme. Ouais, c'est ça. Alors, après, je sais qu'aussi dans le match déjà. Quel talent, Maxime. Dans le match déjà, c'est quelque chose qui peut faire du bien, qui peut renverser un match, hein, clairement, hein, pour un athlète. Après, je sais que moi aussi, je suis très analytique et des fois, à la limite, effectivement, la vexation, peut-être ça peut-être pas forcément marcher sur l'instant. Des fois, il y a eu des fois où ça marchait, mais pas tout le temps. Mais par contre, si je sors vraiment pas bien d'un match que j'ai perdu, que je devais pas perdre et tout, je vais vraiment, par contre, derrière bûcher vraiment à fond, que ça soit physiquement, que ça soit en analyse vidéo, que ça soit en technique et tout, pour vraiment me dire non, la prochaine fois ça doit pas arriver, quoi. D'accord, ok. Vous avez un avis là-dessus, Antoine et Maxime? Allez Antoine, est-ce que tu as un avis sur un sportif qui est vexé, ou sur une équipe? Est-ce que tu en as déjà vu? Est-ce que tu as un avis? T'es pas obligé d'avoir un avis, attention. Hein. Ouais. Honnêtement, j'essaie de trouver un exemple, mais là, tu me prends de court. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Après, oui, ça va sûrement me revenir, mais tout de suite... Mais c'est vrai que sur l'instant T, moi, je me mets... Bah, je vais prendre mon sport, le vélo. Hein. Ouais. Je pense que Pogacar a été vexé pendant 2 ans d'être dans l'ombre de Vingegaard. Ouais. Puis en 2024, il l'a laissé voilà. sans partage. Très bon exemple. Et il va encore le laisser sans partage cette année. On n'est pas encore au mois de juillet, mais bon, si ça continue sur cette lancée, c'est bien parti. D'ailleurs, on va rester avec toi pour le vélo. Quelle transition, mais on est de plus en plus fort, purée. Incroyable. Qu'est-ce que tu penses du Paris-Nice? Alors moi, il y a 2-3 choses qui me plaisent pas trop. Les intempéries, ok, on arrête la course ou je sais pas, on la ralentit. À la loge des gardes. Ouais, mais c'est un sport d'extérieur ou pas? Quand il pleut, pleut et qu'il fait du vent, est-ce qu'on arrête un match de rugby ou de football? Oui, mais après, attention, il y a de la grêle. Mais moi, j'ai vu des matchs de rugby sous la grêle. Hein. Oui, mais c'est dangereux. Je veux dire, c'est quand même des artistes de la descente. Quand tu descends à 80 km/h, qu'il y a des grêlons, que ça glisse. Il n'y a pas de pneus. Non, c'est exactement ce qu'a dit Thomas Voeckler en plus sur la moto. Qui lui, en plus, était pas comme les commentateurs de France Télé dans une cabine. Il était sur les motos son. Et donc, lui aussi, il prenait les bonbons par la tête ou sur le casque. Ouais. Mais il disait que justement, il y a eu un épisode de grêle. Alors, est-ce que. Mais ça a été très, très court, en fait, finalement. C'est tombé d'un coup, mais très court. Est-ce que arrêter la course comme ça, alors est-ce que se mettre un peu un conciliabule et se dire ok, on ralentit le rythme, mais on s'arrête pas et en fait on continue. Effectivement, il l'a dit, si on veut faire un sport d'intérieur, bah, on arrête le vélo, quoi. Exactement. Antoine, imagine, il y aurait eu un strike dans le peloton avec 60 mecs à terre. On aurait dit mince, fallait arrêter. Je crois qu'ils l'ont fait aussi parce qu'il y a une voiture qui est sortie. Moi, je pense que c'est la bonne décision, honnêtement. Ouais. Et après de ce Paris-Nice, t'en penses quoi? Globalement, sans Pogacar, il y a du suspense et c'est sympa. Ouais. Alors, Jorgensen très fort. Et puis c'est qui Jorgensen? Parce qu'il y a plein de gens qui ne le connaissent pas. Alors c'est un Américain qui est dans la Jumbo-Visma, donc l'équipe de Vingegaard. Ouais. Visma Lease Bike. Oui, exact. Si les Néerlandais nous écoutent. Non mais Maxime. Donc c'est un coureur qui passe partout, qui grimpe bien, qui roule bien, qui passe bien les pavés aussi, qui est déjà tenant du titre de Paris-Nice. Et qui a profité, je pense, de l'abandon de Vingegaard pour prendre le leadership. Est-ce qu'il peut gagner le Tour de France, Jorgensen? Non, parce que je pense que sur 3 semaines, il reste quand même limité. Là, c'est Paris-Nice, ça se dispute sur 1 semaine. Ouais, sur 1 semaine, ouais. Et je pense qu'il faut quand même beaucoup plus de caisses pour faire être très bon sur les grands tours. Après, l'année dernière, il fait 8ème du Tour de France quand même, Jorgensen, donc c'est pas n'importe qui. Ouais.
Mais bon, il y a des ovnis comme Pogacar et son coéquipier Vingegaard qui sont, je pense, vraiment un temps au-dessus en haute montagne. Donc pour toi, il n'y aura pas de surprise au Tour de France cette année? Pour la gagne, non. Après, pour un top 5 peut-être, mais... La dernière fois, tu me posais la question de est-ce qu'un Français pourrait gagner le Tour? Ouais. Puis je pense que Lenny Martinez, ce qu'il a fait, c'était incroyable. Ah oui, par contre, ça c'est... Ouais, là, j'étais super content. Ouais. Franchement, la Côte Saint-André, il a été impressionnant. Puis en plus, je vais être honnête, je pensais pas qu'il aurait pu gagner comme ça. Bravo, Lenny. Ouais, il fait l'extérieur dans les derniers mètres, là. Franchement, il a un coup de rein dévastateur, c'était impressionnant. Ouais. Après avoir sur 3 semaines aussi, parce que pareil, gagner une course de côte, c'est pas être régulier sur 21 étapes avec la pression de juillet, surtout quand t'es français, mais bon. J'imagine. Et tout ça sur la selle, comme un certain Nero Quintana à l'époque. Mais c'est un des seuls aussi, quand il commence à vouloir s'échapper, il n'y a pas de danseuse, c'est sur la selle et ça change de braquet et ça envoie quoi. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il a quand même pas mal de jours sans, Lenny. Dernière étape à Nice dimanche, je crois qu'il... C'est quoi sa nationalité déjà? Lenny Martinez? Ouais. Français? C'est normal, il a des jours sans. Oh, arrête. Non, je rigole, je plaisante. Après, il est jeune, il a 21 ans, mais bon, si tu veux gagner le Tour, il faut être là tous les jours. Que ce soit étape de plaine, étape de montagne. Donc, Non, la France est très performante en sport. Je suis d'accord. J'en suis un féru depuis presque une 50aine d'années. Non, on n'est pas à plaindre, c'est sûr. On va sauter du coq au Clermont Foot. Et le Clermont Foot 63, aujourd'hui, devient très inquiétant pour les supporters, pour la ville de Clermont-Ferrand, pour plein de gens. Donc Maxime, tu as pu assister vendredi soir à Clermont Foot Grenoble. On posera après la question à Ludovic, qu'est-ce qu'il pense du Clermont Foot 63, de son avenir, vu la tourmente actuelle. Et est-ce que, Maxime, toi, tu vois le Clermont Foot 63 se maintenir en Ligue 2? Je pense que pour le bien du club, il faut absolument se maintenir. Non, laisse-moi répondre. Vas-y. Je pense qu'il faut absolument se maintenir maintenant. Sois plus sévère. C'est une réponse de politique. C'est ça, je pratique la langue de bois. Mais je pense honnêtement que la tâche est très ardue. Et alors, j'ai entendu dans la presse que certains clubs, comme le Red Star, Martigues, avaient des gros problèmes financiers. Et que potentiellement ils pouvaient être rétrogradés en fait, et que potentiellement on pouvait profiter de cette rétrogradation pour rester du coup en Ligue 2. J'aimerais voir les comptes bancaires du Clermont Foot aussi. Je trouve ça désastreux de pouvoir parier sur en gros la défaite financière de certains clubs pour qu'on se maintienne. Ouais, c'est pas très rassurant. Malgré tout, le match de vendredi, honnêtement, il y a rien. Il y a rien. Un tir sur le poteau. Ouais, mais en fait, si tu veux devant, tu sais même pas comment la balle arrive dans la surface. Et dans la surface, on veut que tricoter pour essayer de faire quelque chose. Se mettre en bonne position, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est des choses qui sont téléphonées. Tu vois, je pense à Gastien qui fait une feinte de son pied gauche pour mettre sur son droit parce qu'on sait tous qu'il est droitier. J'ai vu. J'étais pas au stade, mais j'ai regardé le match à la télé. Il y a plein de choses comme ça où, alors je pense que, je suis pas sur le terrain, on est bien d'accord, mais je pense qu'il faut surprendre. Il faut aussi se dire que le foot, les relances, des fois, quand ça partait du gardien, ça mettait 10 ans à passer le rond central. Donc c'est très compliqué. Malgré ça, je pense qu'il va falloir s'accrocher. On a eu de la chance que nos concurrents directs, entre guillemets à la descente, n'ont pas non plus performé. Je regardais le résultat, moi de Martigues qui menait à 0 à un moment donné. Ouais, c'est ça, maintenant on va regarder ça aussi parce qu'on va peut-être pas être maître de notre destin. Mais donc, globalement, c'est très faible. Ok, Ludovic, le Clermont Foot 63 est très très mal, barragiste en Ligue 2, ils viennent de descendre de Ligue 1. Le président Schaffer est un peu dans la tourmente parce que il y a quelques millions d'euros qui vont dans d'autres clubs en Europe. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus ou comment tu vois la situation du Clermont Foot 63 qui tourne pas du tout, qui est en train de tomber très bas, quoi? Alors, je vais pas avoir de grands avis dessus. Je suis pas un grand connaisseur du dossier. Par contre, moi, ce que je vois de mon œil sportif, c'est que clairement, il y a eu une euphorie, une montée, et c'est souvent comme ça, que ça soit des athlètes individuels ou des équipes qui peuvent avoir des montées assez fortes, plus ou moins rapides, mais assez linéaires quand même, qui peuvent arriver vraiment très haut sur un aspect, comme je dis, effectivement d'euphorie, d'insouciance, de se savoir pas spécialement attendu et du coup de jouer son va-tout et puis ça peut passer. Donc c'est ce qu'on a pu voir avec cette superbe montée jusqu'en Ligue 1. Tout l'enjeu après, quand on arrive
justement dans les hauteurs comme ça, c'est de réussir à y rester. Et là, clairement, bon, on sent que cette phase justement d'insouciance, elle est passée. Là, c'est en train de redescendre dans le creux de la vague. Tout l'enjeu, c'est de réussir à sortir du cercle vicieux, quoi. Alors donc, il y avait un Grand Prix de Formule 1, c'est ça? Oui. Et Lando Norris a gagné le Grand Prix de Formule 1. Aucune surprise, Antoine. Non. Il était favori? Bah après les essais libres, oui. McLaren, je pense qu'ils avaient un temps d'avance. C'est ce que tout le monde disait, mais bon, les essais, faut pas trop s'en fier. Puis il est parti en pole. Ça a été compliqué quand même parce que les conditions étaient dantesques. Mais au final, il s'en est bien sorti, quoi. Donc c'est logique? Oui, je pense que c'est logique. Il a mis la balle au fond, c'était le meilleur. Enfin, c'est lui qui avait la meilleure équipe, parce que je pense que le meilleur termine deuxième. Ouais, Verstappen encore. Verstappen 2. Puis c'est inquiétant pour les rouges. Ouais. Et puis nos Français n'ont pas trop brillé. Ah, dommage. Ouais, c'est un petit peu tous les ans, ça, enfin en Formule 1. Non, mais Isaac, Hadjar, qui est rookie, qui se plante avant même le départ. Pauvre. Ouais, ça fait un peu de peine, mais bon, après c'est la Formule 1, c'est le très haut niveau là. Ouais. Puis Ocon qui termine dernier, je crois. Non, parce que Pierre Gasly avait fini 9ème, je crois, c'est ça? Non, il était 9ème à 2 tours de l'arrivée, mais il se fait débouler. Non, mais sur la grille de départ. Il fait 9 et puis il se fait doubler par les 2 Ferrari. Ouais, c'est ça. Donc il termine 11ème à la porte des points. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la 8ème place et de la 10ème place des Ferrari? Je pense que... Et pas bon, Charles Leclerc. Comme l'a dit, moi je vais parler de Lewis d'abord, mais comme l'a dit Lewis, il est en apprentissage. C'est qui ça? Pour le dire hier pour les qualifs, donc samedi il dit que il connaît même pas les boutons pour mettre la monoplace en mode pluie sur le volant. Donc il dit. Non mais là c'est une sérieux. excuse. Si. Ouais, c'est pas possible il dit, de dire je vais ça. potasser Incroyable. ça ce soir, donc samedi soir pour la. Moi je voulais dimanche. chanter le God Save the King, moi je le chante pas. Et donc, je pense que, voilà, effectivement, Fred Vasseur était bien déçu au micro de Canal+ en annonçant 8 et 10. Je pense que c'est une première course, il faut le temps de s'étalonner. C'est sûr que c'est une déception, clairement, avec toute la communication qui a été faite autour de l'arrivée de Lewis et comme a dit sur Canal+, le roi qui rejoint la reine. Ouais. mais non, c'est sûr que c'était un Grand Prix avec des conditions exécrables. On a quand même 6 pilotes out qui ne font pas le Grand Prix ou qui ne le finissent pas, dont Alonso et Carlos Sainz qui sont pas comme Dawson et Kadjar des rookies. Donc la preuve qu'avec en plus des nouveaux pneus Pirelli qui étaient tout nouveaux à expérimenter, donc c'était un beau galop d'essai. Super, merci beaucoup. Tu veux rajouter quelque chose, Antoine, ou pas? Ouais, Hamilton, c'est une honte de dire ça. Tu le gardes pour toi, quoi. Non, mais moi je comprends pas. Ouais, déjà Les mecs, ils se préparent depuis combien de temps? Ouais, ça fait depuis janvier. Il sait pas le bouton, non mais. On dirait moi qui découvre ma nouvelle voiture. Non mais c'est une honte. Il n'y a pas des formations sur YouTube pour savoir où est le bouton ou... Et après on vient me dire on lui fait un tuto. Et après on vient me dire que Hamilton c'est le plus grand de tous les temps. Bon, on a beaucoup de respect pour lui quand même. Parce bien sûr, les titres ont parlé quand même, monsieur Lafont. Comment? Les titres ont parlé. Bon, en même temps, quand t'as une fusée et les autres ont un tank, c'est facile d'être champion. Ça c'est vrai, c'est un tapateur. Bon, rendez-vous en Chine pour la suite. Les Chinois, lui il est attaché à la Chine. Quand même. J'ai des accords, mais j'en parlerai pas ici. Peut-être que les Chinois vont racheter le Clermont Foot. Maxime Secalo est déjà au courant. Ça serait. C'est énorme. Ce serait peut-être mieux loti que maintenant. C'est énorme. J'en dirai pas plus. On va parler de Renaud Lavillenie parce qu'on a un athlète de très haut niveau avec nous, on va en profiter. Donc Romain Barra, qui est le directeur de la haute performance de la Fédération française d'athlétisme, a choisi de privilégier l'athlète qui aura le plus la possibilité de grandir. Donc pas de mondiaux en salle pour Renaud Lavillenie, t'en penses quoi? Il était en colère. Hein. Ouais, Faut qu'il arrête sa carrière ou... Alors... 38 ans. Ce qui est, je pense, terrible pour lui, c'est que je pense qu'il aurait vraiment été ravi de faire Paris, et malheureusement il revient un an trop tard, une petite année trop tard. Donc ça qui je pense ne vraiment pas être compliqué pour lui. Après là où je me mets, on va dire de son côté, c'est je pense on a le même âge, il me semble. Oui, tu as dit il a 38, oui bon. Il a 38, on a le même âge. Ouais. Et effectivement, là où je comprends sa colère, c'est d'apprendre cette décision du sélectionneur. On va dire les règles du jeu sont données après. Et c'est ça qui est quand même dommage, surtout sur... Ça craint un peu ça, ouais. Surtout sur un critère
qui est pas non plus un critère ultra palpable, quoi. On n'est pas sur une question forcément de perf, du meilleur, de celui qui a réussi le meilleur résultat. Là, c'est que ça soit par l'âge, bon, ça peut s'entendre, mais ouais, c'est comme des critères assez subjectifs, quoi. Ok. Antoine, tu voulais rajouter quelque chose, non? Non, je pense qu'il est aussi temps peut-être de laisser sa place. Il a eu son moment de gloire, place aux jeunes. C'est vrai. Je comprends qu'il soit frustré parce que quand on est compétiteur... Oui, c'est sûr. Mais bon, voilà, Puis je en pense plus, qu'il il fait des bons résultats au All-Star Perche, donc je pense que ça l'a galvanisé. Oui, mais c'est pas non plus... Oui, il a fait 5,60 au championnat d'Europe quand même. Pareil, je reste à ma place. Je saute pas à la perche, mais je sais pas non plus... il a pas fait 6,10 quoi. Toi, t'as du talent en vélo, on peut pas avoir du talent partout. Hein. Arrête Fabrice, je vais rougir là. Mais... Allez, c'est parti pour notre petit quiz très important. Parce qu'il y a toujours cette semaine... Ah non, tu l'avais gagné la semaine à Mimi, toi? Ouais, je l'ai gagné. Ah ok, d'accord. Bientôt, mais... Allez, donc ce sera un petit quiz vélo après, mais il y a quand même quelques questions qu'il fallait que je vous pose. Alors Antoine, quel est le nombre de points de Thomas Ramos, qui est le meilleur buteur de l'équipe de France de rugby de tous les temps? Le nombre de points, Antoine. Alors c'était Michalak, c'était 450... Vas-y. 460 ? Non. Maxime, un peu moins. Ouais, j'aurais dit 445, mais pas sûr. Ludo, un peu plus. 457. Un peu moins. 454. Un peu moins. 52. Un peu moins. 50. Bravo Ludo, un point. C'est juste prix en fait, Fabrice. Quel est le classement du tournoi des 6 nations et surtout la place de l'Écosse dans ce tournoi? Alors, Antoine, je fais le top 6 ou... Non, juste la place de l'Écosse. La place de l'Écosse, c'est 4e. Et mal payé, je trouve. Ouais, 4e et mal payé, ça c'est la bonne réponse. En Coupe de France, quel est l'adversaire d'Arlan en finale de la Coupe de France de pétanque? Alors il me semble que c'est Fréjus. Bravo. Ludovic, une question cyclisme. Qui appelait-on le cannibale? Cannibale, alors là, je t'avoue, je vais pas... C'est un cycliste belge très très connu. Voilà, mais qui courait dans les années 60 et 70. C'est pas grave si tu l'as pas. Non, je vais pas l'avoir, non. Antoine? Eddy Merckx. Eh oui, simplement. il a levé le doigt. Voilà. Eddy Merckx. Donnez-moi les 5 derniers Français qui ont gagné le Tour de France. On commence par Ludovic. Bernard Hinault. Bravo Ludovic, un point. Maxime? Je sèche. C'est pas grave. Antoine? Laurent Fignon, 82-83. 83-84. Ouais, c'est 83-84. Laurent Fignon. Ensuite, Ludo? Non, je vais pas avoir. Après, on ne doit pas passer directement vers les années Anctil parce que je sais pas s'il y a. Non, il y en a avant. Ah, mais je suis con, il y a. Putain, comment il s'appelle? Mince. Bernard, son prénom. Oui, Bernard Thévenet, 75-77. Ouais. Ah bon, après, c'était un peu difficile. Avant Bernard Thévenet, c'était Pinjon. Roger Pinjon? Ouais. Et Lucien Aymar après. Ah oui, Aymar, c'est un 67, non? Ouais, c'est ça. Et oui, Anctil, c'est 64, son dernier. Ouais. Il est vraiment très fort en vélo. Ouais, non, regarde, tu m'as... Il est bon. Non, mais c'est pas grave, tant pis. Hein. Moi, j'avoue, j'avais quelques vainqueurs d'étape, mais vainqueur du tour, je savais pas. Le meilleur grimpeur 2024, Ludovic, du Tour de France 2024? Non, là, j'ai pas. Bon. Richard Carapaz. Bravo. Et le maillot vert du Tour 2024, Maxime? Il me semble que c'est... Non, je l'ai pas. Je sais que Cavendish a fait un record, mais c'est pas lui. Antoine? Vidi. Non, c'est Bidan Guirmé. Ah oui. C'est exactement Érythréen, ça. bien sûr. Ouais, il est érythréen, ouais. Premier Africain à gagner le maillot vert. Et un maillot distinctif, d'ailleurs. C'est vrai. Ouais, non, mais par contre, ça, c'était vraiment une bonne nouvelle, puis c'est un vent de fraîcheur. Puis sorti nulle part. Non, il avait déjà un nom, mais personne n'aurait mis 1 euro, je pense, sur sa victoire au classement par points. Alors, je vais quand même je vais essayer de faire un cadeau à Ludovic, quand même, pour qu'il revienne nous voir. Quel est le record du monde de la perche? Du coup, c'est fait quoi? C'est Duplantis qui l'a fait au All-Star à Clermont. Ça, oui. C'est 6,27. Bravo, Ludovic. Tu pourras revenir. Cool. Bravo. Avec plaisir. Et à Maxime, qui est le président de l'Olympique de Marseille?
Je dirais corruption. Pablo Excellent. Longoria. Excellent, c'est très très bon. Voilà, c'est un quiz très sérieux, mais c'est une émission très sérieuse avec pas mal de décontraction. Sans donc... se prendre au sérieux. Exactement. Écoutez, c'est terminé, amis sportifs. Merci à toi, Ludovic Lemoine. C'était vraiment un grand plaisir de te recevoir. Merci Antoine. Merci Maxime. Merci patron. Et avec plaisir. Et donc, voilà, vous pouvez nous retrouver, je le dis une nouvelle fois, vous pouvez nous retrouver en replay et en podcast sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. À mardi prochain sur Logos FM. Au revoir. Avec un S à sport. Logos FM.